Imagine une scène, tu es dans une voiture, tu vois la route devant toi, tu sens que ça avance, tu as l'impression de tenir le volant, mais pose-toi une vraie question. Et si ce n'était pas toujours toi qui conduisais? Et si parfois, ce que tu appelles ton intuition, c'était simplement ta peur? Et si ce que tu appelles ta sagesse, c'était une ancienne blessure qui a appris à parler calmement? Parce que ça, c'est un piège. Tu entends une pensée, tu crois que c'est toi. Tu ressens une peur, tu crois que c'est un signe. Tu ressens une fermeture, tu crois que c'est ton intuition. Tu as une envie forte et tu crois que c'est ton âme. Mais toutes les voix en toi ne viennent pas du même endroit. Dans la Kabbale, on parle de 5 niveaux. On appelle ça le Nefesh, le Ruach, la Neshama, le Shayat et la Yeshida. Je vais aller plus loin là-dedans. Ce sont juste des concepts qu'il va falloir prendre en compte. Je ne veux pas que tu vois ça comme des mots compliqués. Vois-les comme 5 centres de commande, 5 niveaux depuis lesquels tu peux vivre, décider, aimer, créer et manifester. Tu peux vivre depuis ton instinct, depuis ton émotion, depuis ta conscience, depuis ta force de vie ou depuis ton unité profonde. Et selon le niveau qui prend le volant, ta vie ne va pas prendre la même direction. C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Pas comme un cours, comme une enquête intérieure. Tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un like et un commentaire aussi par rapport à cette vidéo. À la fin, je vais t'expliquer. Ce que je veux, c'est que tu puisses regarder une peur, une relation ou encore un blocage, un désir, une décision et te demander quelle partie de moi est en train de parler. Mon corps, mon émotion, ma blessure, mon mental, mon âme ou quelque chose de plus profond. Parce que ta liberté commence exactement là. Pas quand tu obtiens enfin ce que tu veux, mais quand tu reconnais depuis quel niveau de toi tu es en train de vouloir quelque chose. Le premier niveau, ce qu'on appelle, c'est le Nefesh, c'est le niveau du corps. C'est l'instinct, la survie, le ventre, la sécurité, le rapport au sommeil, à l'argent, au danger, au plaisir, au manque. Le corps, Nefesh, peu importe, ne parle pas avec des grandes phrases. Il parle par sensation. Ton corps parle par sensation. La gorge qui bloque, un ventre qui se serre, une tension dans la poitrine, une fatigue soudaine, une envie de fuir, une paralysie devant une action importante. Tu peux dire, cette fois je change, mais si ton corps associe ce changement à un danger, quelque chose en toi va freiner. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es en manque de volonté, mais parce qu'une partie plus ancienne de toi veut te protéger. Tu veux te montrer davantage, mais ton corps se souvient peut-être qu'être visible dit être critiqué. Tu veux gagner plus d'argent, mais une partie de toi associe plus d'argent au conflit, à la jalousie, à la peur de perdre l'amour des autres. Tu veux recevoir, mais ton système intérieur a peut-être appris que recevoir crée une dette, une pression, un risque d'être contrôlé. Alors tu ne vis pas ça comme une peur, tu le vis comme ce qu'on appelle ta personnalité. Tu vas dire, je suis discret, je suis raisonnable, je suis humble. Et ce n'est pas pour moi, ce n'est pas toi, ça, tu vois. Mais parfois, ce que tu appelles ton tempérament est une protection ancienne, une peur répétée assez longtemps pour ne plus ressembler, on va dire. Je vais dire différemment. Une peur que tu répètes suffisamment longtemps, c'est pas une peur. C'est pas toi. C'est quand le Nefesh, dont le corps, conduit. Il ne cherche pas à te saboter, il cherche à te garder en sécurité. Parfois, il te protège d'une vie que tu es venu incarner. Une expérience fascinante montre à quel point le cerveau peut intégrer quelque chose comme faisant partie de toi. En 1998, Matthew Borthwick et Jonathan Cohen publient l'expérience de la main en caoutchouc. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On cache la vraie main de la personne et on place devant une fausse main. Puis on caresse en même temps la vraie main et la main en caoutchouc qui est invisible. Et au bout d'un moment, le cerveau, il associe les ressentis qu'il y a sur la main. Même quand on met des coups de marteau sur la main, il a mal. La personne sait que c'est faux, mais le corps l'intègre comme réel. Et si ton cerveau peut intégrer une fausse main comme quelque part lui appartenant, imagine ce qu'il peut faire avec une croyance, une humiliation, une phrase entendue dans l'enfance ou une peur ancienne. Il peut incarner si profondément que tu ne dis plus « j'ai appris à avoir peur », mais tu dis « je suis comme ça ». Voilà pourquoi le premier travail spirituel n'est pas toujours de méditer plus longtemps. Parfois, le premier travail, c'est de sécuriser le corps. J'en parle souvent dans le programme Le Code Caché, où tu peux regarder dans la description, il y a plein de choses que tu peux télécharger qui vont t'aider dans ton business. Respirer, dormir, ralentir, marcher, revenir dans la sensation. Apprendre à ton système intérieur que la visibilité n'est plus un danger, que recevoir n'est plus une menace, que réussir ne veut pas dire être rejeté.
Parce que tant que le nefesh, le corps, n'est pas apaisé, tu peux parler d'abondance, d'éveil, de mission, de manifestation, mais ton corps demandera toujours « est-ce que je suis en sécurité ?» S'il répond non, il va ralentir, il va saboter. Alors il va dire « je peux pas ». Demande-toi à ce moment-là, est-ce que mon âme parle ou est-ce mon corps qui ne se sent pas encore en sécurité? Le deuxième niveau dont je t'ai parlé s'appelle le Ruach, c'est le souffle, l'émotion, le mouvement intérieur. C'est la partie de toi qui aime, qui doute, qui s'attache aussi, qui se compare, qui espère que ça va continuer. Le nefesh veut suivre, d'accord, le corps veut suivre, mais le souffle veut comprendre ce qu'il ressent. C'est là que beaucoup de gens se perdent. C'est certainement là que tu te perds. Parce qu'une émotion forte peut te faire passer ceci comme une vérité. Tu ressens par exemple une peur et tu crois que c'est non. Tu ressens une tension et tu crois que c'est un signe. Tu ressens une fermeture, tu crois que c'est ton intuition. Mais ce n'est pas ton intuition. C'est une émotion qui cherche une explication. Ton mental, juste après, va fabriquer l'histoire. C'est en 1962, Stanley Schachter, désolé pour la prononciation, et Jérôme Singer publient une étude sur ce qu'on appelle la théorie des 2 facteurs de l'émotion. Ils injectent à des participants de l'épinéphrine, donc épinéphrine, je vais arriver à rechercher ce que c'est, de l'adrénaline, merci. C'est une substance qui va activer le corps, le cœur, plus rapidement, des tremblements, respiration modifiée. Et ils placent ces participants dans différents contextes. Dans un cas, une personne complexe se comporte avec euphorie. Dans un autre cas, elle se comporte avec colère. Les participants qui ne savent pas pourquoi leur corps est activé interprètent leur état selon le contexte. Le corps s'active, puis le mental colle une étiquette. Colère, joie, peur, excitation, malaise. Cette expérience montre qu'une émotion n'est pas seulement une sensation, c'est aussi l'histoire que tu poses dessus. Et dans ta vie, c'est énorme. Ton cœur bat vite avant de parler en public. Ton mental dit « je suis en danger ». Si ton cœur bat vite, par exemple, devant quelqu'un qui t'attire, ton corps dit « il se passe quelque chose ». Pareil, devant une grande opportunité. Tu vas te dire « ah, le mental se dit ce n'est pas aligné ». Mais peut-être que ce n'est pas un manque d'alignement. C'est simplement un système intérieur qui rencontre une version de toi qu'il ne connaît pas encore. Toutes les intensités ne sont pas des avertissements. Certaines intensités sont des passages. Une émotion, n'oublions pas, est une information, pas forcément une direction. Elle te dit « regarde ici ». Elle ne dit pas « obéis ». Le Ruach, peu importe comment on le prononce, dirige ta vie quand ton état émotionnel du moment devient le maître. Tu abandonnes un projet parce que une vague de doute passe. Tu changes de décision parce que la peur arrive. Tu confonds culpabilité et amour, manque et intuition, anxiété, lucidité. Quelqu'un ne répond pas, tu es dans un silence. Mais en quelques minutes, ton émotion construit un monde. Il m'ignore, etc. Une facture arrive. Tout ça. L'émotion donne de la couleur à la vie. Mais s'il conduit tout seul, il te ballotte. Un jour tu crois, le lendemain tu doutes. Un jour tu t'ouvres, le lendemain tu fermes. La maturité, ce n'est pas de plus ressentir, c'est de ressentir sans remettre le volant à chaque vague qui arrive. Au lieu de dire « je ressens, donc c'est vrai », tu peux commencer à dire « je ressens, donc j'écoute, puis je discerne ». Et c'est là que l'émotion, le roi, cesse d'être un tyran intérieur. Il devient un messager. Troisième niveau, Neshama. Neshama, c'est ce qu'on appelle l'âme consciente. C'est le niveau où tu commences à te voir. Tu ne fais plus seulement que réagir, tu observes. Tu comprends que tu n'es plus chaque pensée, tu n'es pas chaque peur, non plus chaque émotion et encore moins chaque réflexe hérité de ton passé. La Neshama ou l'âme consciente, c'est le point en toi qui peut dire « je vois que mon corps cherche la sécurité » ou « je vois que mon émotion me raconte une histoire ». Mais dès que tu peux voir autre chose, tu n'es plus totalement prisonnier d'elle. Tant que tu confonds peur, ta peur va quelque part te diriger. La peur, tu peux dire la peur est là, une distance apparaît, et dans cette distance, la liberté commence. L'âme conscience ne rejette pas le corps, elle ne nie pas l'émotion, elle éclaire, elle demande qu'est-ce qui se joue en moi. Parce que souvent, ce que tu crois être un problème extérieur est une répétition intérieure. Tu crois que le problème c'est cette personne, mais elle appuie peut-être simplement sur une ancienne peur d'être abandonnée. Je dis ça comme ça. Tu crois qu'un problème c'est l'argent, mais tu as une mémoire de honte avec l'argent, de danger, de loyauté familiale. Il y a suffisamment de vidéos là-dessus sur ma chaîne.
D'ailleurs, abonne-toi et mets un commentaire si tu te sens concerné. L'âme consciente, Neshama dit regarde la boucle, la blessure, la stratégie que tu as mis en place, la peur derrière l'argument, l'enfant derrière la réaction, la loyauté cachée derrière le blocage. En 1960, Michael Gaziangia, il étudie des patients au cerveau scindé. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée de l'interprète de l'hémisphère gauche, je vais te dire différemment, c'est assez troublant parce que le cerveau cherche toujours à donner du sens. C'est-à-dire qu'on donnait des impulsions là-dessus, sur une partie du cerveau, et l'autre cerveau qui n'était pas au courant de l'impulsion racontait une histoire alors qu'il ne connaissait pas l'histoire. Ça se passe comme ça dans notre vie. Autrement dit, le mental justifie quelque chose. Et parfois, le mental défend une ancienne identité, il défend ta prison avec des phrases intelligentes. C'est à ce moment-là que l'âme consciente vient demander, est-ce que cette explication me libère ou me maintient dans l'ancien? Est-ce que je suis en train de choisir ou est-ce que je justifie une fuite? Neshama ou conscience, âme consciente, c'est le niveau où tu commences à aimer la vérité plus que le confort. Pas une vérité dure, mais une vérité qui reprend ou qui rend ton pouvoir. Parce que tu ne vois pas le mécanisme, si tu ne le vois pas, on va dire tu vas l'appeler destin, comme l'explique Jung. Tu répètes les mêmes relations, tu répètes les mêmes plafonds financiers, les mêmes effacements. Et quand la partie Neshama, âme consciente, s'ouvre, tu comprends. Ce n'est plus une fatalité, c'est une structure intérieure. Et ce qui était structuré peut être, on va dire, transformé. 4e niveau, Shaya. Ça signifie la vie, le vivant, la force de la vie, l'appel. Ici, on quitte le travail sur soi. On entre dans ce qu'on appelle la mission. Pas la mission comme un slogan spirituel, la mission comme ce qui te traverse quand tu arrêtes de vivre uniquement pour te protéger. Celle-ci apparaît quand la vie n'est plus organisée autour de ces questions. Comment éviter d'être rejeté, éviter de perdre, enfin tout ça, tu vois, éviter de déranger, éviter de me tromper. On est dans quelque chose, dans une métacognition, on est dans quelque chose de plus grand. Tu vois, qu'est-ce que je suis venu expérimenter? Qu'est-ce qui veut passer à travers moi? C'est quoi le message? Qu'est-ce que je ne peux plus repousser sans me trahir? C'est la force de ta vie qui pousse contre les murs de ton ancienne identité. Là, c'est très inconfortable quand on est dans ce niveau de conscience. Parce que tu viens, en gros, cette puissance vient agrandir ton personnage, je vais le dire comme ça. Elle touche les endroits que tu as cachés, tout ce que tu as mis sous le tapis, ça remonte. Et c'est là que tu dis, je veux une mission, mais il te faut du courage. Une mission qui ne dérange personne, qui ne t'expose pas, ça ne marche pas. C'est pas une mission, c'est une décoration intérieure. Une vraie mission te réorganise. Elle te réorganise par rapport au temps, à l'argent aussi, au regard des autres, à l'échec, à la visibilité. Elle va aussi t'obliger à arrêter de confondre la paix, le confort et la paix. L'ambition veut obtenir alors que la vie veut exprimer. L'ambition demande qu'est-ce que je vais gagner, la vie demande qu'est-ce que la vie quelque part veut créer à travers moi. C'est en 2015 que Daniel Stancato et Dacher Keltner ils publient des travaux sur l'émerveillement. Dans une expérience, des participants contemplent qu'on appelle un eucalyptus. D'autres regardent un bâtiment. Bon, tu me dis, ok, une plante, un bâtiment. Ensuite, une des personnes font tomber des stylos. Ceux qui avaient contemplé des arbres avaient tendance à aider davantage. Pourquoi? Parce que l'émerveillement diminue la focalisation sur le petit moi. Il ouvre le lien à l'autre et quelque chose de plus vaste. Symboliquement, c'est ce que fait ce qu'on appelle Shahaya, la vie. Quand tu es enfermé dans ton petit moi, tout devient menace. Le regard, les critiques, les silences, l'échec. Mais quand la vie s'ouvre, ton centre de gravité change. Tu n'es plus là pour protéger ton image, tu es là pour créer, transmettre, servir, incarner. Tu peux encore avoir peur, mais la peur n'est plus ton Dieu. Tu peux peut-être douter, mais quand tu es connecté à cette énergie-là, tu n'es pas motivé, tu es habité. Tu vois la différence. Et toi aussi, tu as cette force à l'intérieur de toi. Mais elle ne peut pas circuler pleinement si toute ton énergie sert à plaire, anticiper des dangers, ton image, etc. Je ne vais pas toutes les lister à chaque fois. La question c'est, est-ce que je vais être en sécurité? Non. La question que tu dois commencer à te demander, c'est est-ce que je suis fidèle à mon appel intérieur? Et on arrive au 5e point, Yeshida.
ce qu'on appelle l'unité, l'essence, le point indivisible, le lieu en toi qui n'a jamais été fragmenté. Ce n'est pas ton personnage, ce n'est pas ton histoire, ton rôle, ton image, ton passé, ce n'est même pas ton projet. C'est ce qui reste quand tu retires toutes les identifications. Ce qu'on dit de toi, ce que tu dis de toi, ce que tu as cru devenir, ce que tu as imité pour appartenir, ce que tu as porté pour survivre. Et là, il y a une question qui arrive. Qui es-tu avant ton histoire? Pas quand tu auras réussi, pas quand tout sera réglé, pas quand tout le monde t'aura validé, maintenant. Qui es-tu quand tu n'es plus en train de défendre? Quand tu as fait tomber tes armes? Qui es-tu quand tu n'as plus besoin de prouver? Yeshida, ce n'est pas devenir quelqu'un de plus spirituel. C'est presque l'inverse. C'est arrêter d'avoir besoin d'être quelqu'un. C'est retrouver un point d'unité derrière toutes les versions que tu as jouées. Tu as été l'enfant qui voulait être aimé, tu es l'adolescent qui voulait être accepté, l'adulte qui voulait réussir, la personne qui voulait prouver, la personne qui voulait être choisie ou encore qui voulait ne plus souffrir. Mais derrière tout ça, il y a un point plus stable. Un point qui ne dépend pas du regard, qui ne s'effondre pas quand quelqu'un ne comprend pas ton chemin. Un point qui n'a pas besoin de crier pour exister. Une présence, une unité, une évidence. En 2011, Justin Brewer et ses collègues publient une étude dans le PNSA sur les méditants expérimentés et le réseau, on va dire, du mode par défaut. Autrement dit, on observe des différences d'activité et de connectivité chez les méditants expérimentés. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je ne dis pas que cet état se réduit au cerveau, c'est un pont, on va dire, assez intéressant. Ce que je veux dire, c'est que ça amène au calme. C'est-à-dire quand le récit de soi se calme intérieurement, quand le mental arrête de répéter « moi, mon histoire, mon danger, etc. » Il y a un autre espace qui devient perceptible. Tu n'es plus seulement la voix qui raconte la vie, tu deviens la présence qui l'habite. Le moi blessé veut être rassuré, reconnu, réparé, choisi. Là, on ne demande pas « est-ce que je suis assez ?» Là, la Yeshida sait. Pas de manière arrogante non plus, pas de manière mentale. Tu sais parce que tu es. Et quand tu touches ce niveau, même brièvement, quelque chose change. Tu agis sans te durcir, tu réussis sans te perdre, tu aimes sans t'abandonner. Parce que ton centre n'est plus entièrement dehors, tu as réussi à le remettre à l'intérieur. Et là, la spiritualité cesse d'être une fuite. Elle devient l'incarnation. On va dans le vrai piège. C'est qu'un niveau inférieur peut se passer pour un niveau supérieur. Écoute bien. Le corps, nefesh, peut être déguisé en intuition. Ton corps a peur et tu crois recevoir un message divin. Le souffle, les émotions peuvent se déguiser en vérité. Ton émotion est intense, alors tu crois qu'elle est juste. Le mental peut se déguiser en sagesse. Il fabrique une explication, on va dire, élégante pour éviter tout ça. Même la spiritualité peut devenir une fuite. C'est pour ça que le discernement est essentiel. Le travail spirituel, ce n'est pas de faire taire tout ce qui parle en toi, c'est reconnaître qui parle. Tu peux dire, ça c'est pas mon intuition, c'est une peur. Ça c'est pas ma paix, c'est pas ma sagesse. Tu vois, on revient à une lucidité. Alors regarde la vie. Regarde les projets que tu repousses, les décisions que tu évites, les relations qui t'activent, le désir que tu n'oses pas incarner. Une peur qui revient toujours au même endroit. Quelle partie de moi est en train de conduire? Est-ce que c'est le nefesh, le corps? Tu cherches surtout à éviter le danger? Est-ce que c'est les émotions? Les émotions du moment décident trop? Après on a vu, est-ce que c'est la neshama, l'âme consciente? Tu observes le schéma au lieu de simplement réagir? Tu sens un appel plus grand que ta peur? Tu reviens simplement à une question simple. Qu'est-ce qui est vrai? Pas confortable, pas flatteur, pas toujours facile, mais la vérité. Et quand tu touches ce niveau-là, même si ta voix tremble, quelque chose en toi devient droit. Tu redeviens un axe, et ça, c'est l'alignement réel, pas une sensation agréable permanente, un axe. Alors, comment tu remontes tes niveaux? D'abord, tu arrêtes de vouloir sauter les étapes. On veut souvent aller dans cet émerveillement à la mission, à l'unité. Mais si ton corps est en guerre et tes émotions sont confuses et ton mental justifie tout, alors la lumière,
Quelque part, elle reste qu'une idée. Elle ne descend pas dans la vie. Le premier passage, c'est le corps. On le sécurise. Respiration, dormir, ralentir. Ensuite, on va clarifier. On nomme les émotions sans leur obéir immédiatement. La peur est là, la honte est activée. Et après, on ouvre ce qu'on appelle le schéma. Tu te demandes quelle ancienne version de moi parle ici. Quelle blessure organise mes choix. Puis, on laisse revenir la reconnexion. On se reconnecte à ce qui nous rend vivants. Pas seulement ce qui rassure, ce qui appelle, ce qui ouvre, ce qui rend plus vrai. Et enfin, on touche cette fameuse unité. Pas en forçant, mais par le silence, par la présence, par l'abandon de l'ancien personnage. Alors, avec cette question un peu nue, quelque part, qui suis-je sans mon histoire ? Et peut-être qu'au début, tu n'as pas de réponse, c'est pas grave. C'est pas une phrase, c'est une expérience, un retour à l'unité. Donc, j'aimerais que tu commences à comprendre qui vient parler en moi. Mon corps, ma peur, mon mental, mon âme ou mon essence. Parce que ta liberté commence là. Pas quand tout sera parfait, pas quand tu n'auras plus peur, pas quand ton passé aura disparu, mais quand tu te reconnais et quand tu reconnais la partie de toi. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, tu n'essaieras plus d'essayer de changer ta vie, tu vas changer les niveaux depuis lesquels tu l'as créé. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, mets un commentaire et on se retrouve, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.